BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP Engagé sur Bâti Radio. Numéro spécial puisqu'on est en direct de Batimat. Voilà, c'est le 3e jour. Dites-moi en commentaire si vous êtes vous aussi sur Batimat, si vous êtes venus, si vous avez la forme. En tout cas, voilà, nous on est très heureux de retrouver toutes les personnes qui viennent sur le salon, tous les exposants et notre invité du jour pour parler d'isolants recyclés et de stratégie RSE dans une très belle ETI, ancienne business unit de Saint-Gobain Isolation et désormais entreprise autrichienne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on est avec Hirsch Isolation, avec Amaury Omnes, son directeur général. Comment vas-tu, Amaury ? Très bien, Jean-Bernard. Merci pour l'invitation. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir. Le sujet d'aujourd'hui est passionnant. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société ? Avec plaisir. Donc Amaury Omnes, 53 ans déjà. Donc DG de Hirsch Isolation, moi ça fait 10 ans que je suis à la tête de la boutique. Auparavant, j'ai eu des postes de directeur d'usine chez Saint-Gobain Placo-Plâtre, donc dans le monde du bâtiment depuis maintenant pas loin d'une 30aine d'années. Et Hirsch Isolation, donc on est une nouvelle boîte, mais un vieux fabricant de polystyrène, puisque nous, notre métier, c'est l'isolation. On a 5 usines en France où on fabrique des isolants en polystyrène expansé. Et donc voilà, donc on a été sous différents pavillons. Et puis depuis 4 ans, on a la chance d'intégrer le groupe Hirsch, qui est un spécialiste de l'isolation polystyrène. Donc voilà, donc le côté spécialiste, on y tient beaucoup. Et donc voilà, donc on a nos nouvelles couleurs et notre nouvelle marque Hirsch Isolation depuis 2020. Et donc on est une belle équipe, on est 200 à peu près en France. Voilà, donc répartis sur tout le territoire avec nos 5 usines. Ça, c'est bien. On est aussi à fond derrière la dynamique des territoires. C'est un élément important aussi de la dimension RSE. Et donc, tu l'as dit, tu crées un produit polystyrène leader en Europe, isolant polystyrène. C'est pas le matériau le plus naturel de prime abord, mais ce qui nous intéresse, c'est comment on peut avoir un produit qui, sur son cycle de vie, aura un impact le plus minime. Et donc, vous avez travaillé beaucoup en termes d'innovation pour créer un nouvel isolant 100% recyclé. Absolument, oui. Donc, c'est vrai qu'on a un isolant qui a une très, très mauvaise réputation, puisqu'on pense tous au polystyrène expansé qu'on retrouve dans l'emballage notamment et qu'on peut retrouver malheureusement quand les déchets ne sont pas bien gérés, qu'on peut retrouver dans la nature. Donc on vit avec cette image au quotidien, donc à nous de travailler, de tout faire pour que l'image change. Et donc dans le monde de l'isolation, c'est plus facile, puisque très clairement c'est un matériau performant, donc qui permet de contribuer aux économies d'énergie. Et donc nous on a voulu aller plus loin, et donc notamment avec la mise en place de la REP bâtiment, qui fait qu'on sait qu'on aura plus de recyclage à faire. On a utilisé le principe, le polystyrène, il est recyclable. Il n'est pas assez recyclé. Et donc, nous, on a développé des boucles de recyclage un peu plus nombreuses, etc., un peu plus en volume. Et nos usines ont très bien travaillé techniquement pour arriver à sortir un isolant fait avec 100% de polystyrène recyclé, c'est-à-dire qu'on ne consomme aucune matière neuve. Zéro. Donc, ce sont nos déchets de chantier qu'on recycle en usine. Et si on n'a pas assez de déchets de chantier, on complète avec des chutes de production de nos usines. Donc, on n'a aucune, ce qu'on appelle la bille de polystyrène, qui est la matière première, 0% de bille neuve. Et c'est un matériau qui est certifié ACERMI et qu'on peut utiliser en isolation sous dalle portée. Donc, voilà, donc c'est le premier isolant en polystyrène 100% recyclé et évidemment toujours 100% recyclable derrière. Et toujours 100% recyclable. Absolument. Génial. Et sur une deuxième vie, si on prend un produit, vous pouvez réutiliser 100%, mais j'imagine qu'il faut en rajouter parce qu'il perd un petit peu de propriété. Alors généralement, le polystyrène, l'avantage du polystyrène, c'est qu'il est durable, donc sa performance, l'année 1 ou l'année 10, elle reste la même. Donc ça, c'est très rassurant. Donc quand on fait notamment de la rénovation, on sait que quand on rénove un mur ou un sol en polystyrène, la performance ne bougera pas dans le temps. Donc ça, c'est une vraie qualité. Et donc le recyclage, donc quand on le recycle, on peut le recycler du moment qu'il ne soit pas souillé. Donc là, faut juste enlever le petit mortier si c'est en isolation par l'extérieur ou autre. On peut le recycler autant que l'on veut. Donc on a évidemment une limite physique, puisque quand on met beaucoup de recyclé en production, les performances ne sont pas tout à fait les mêmes qu'un matériau fait avec 100% de matière première neuve.
Et donc, on est en train de développer une deuxième boucle de recyclage où là, effectivement, à partir de nos usines, les déchets, on peut les expédier aussi vers les fournisseurs de matières premières qui, eux, sont capables de faire de la matière première exactement toutes les caractéristiques d'une matière première neuve, mais à partir de recyclés. Ok. Et comment vous faites alors, c'est le gros challenge de l'économie circulaire, comment vous faites pour récupérer ces déchets donc, qui vont vous permettre de faire un isolant 100% recyclé? Donc là, en fait, on a un service de recyclage qui s'appelle Reuse. D'ailleurs, la gamme de produits qu'on a développée s'appelle Reuse, donc c'est la continuité du service de recyclage. Donc au départ, c'était vraiment beaucoup tourné sur les chantiers d'isolation par l'extérieur, où il y a pas mal de chutes de coupe. Et donc, en fait, avec les produits, on livrait des sacs à nos clients. Et leur chute de coupe, ils les mettent dans le sac. Et une fois que c'est massifié, on va les chercher sur le chantier, on les ramène à nos usines. Génial. Donc, c'était un service qu'on a beaucoup fait dans ce cadre-là pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on l'a élargi à un peu plus de chantiers. Et dans le cadre de la REP aussi, on va se rapprocher de nos partenaires négoces, qui deviennent des centres maintenant aussi de tri. Et donc, on est en train de développer comme ça des points de collecte de polystyrène. Tout ce qui est issu du bâtiment, et donc on peut récupérer directement, alors que ce soit du polystyrène de chez Hirsch ou de chez nos camarades, on peut le récupérer parce qu'on a tous les mêmes standards de qualité, et donc ces polystyrènes-là, on les récupère directement dans nos usines, donc ou chez des partenaires si c'est un peu plus proche. Parce qu'on parlera RSE, l'empreinte carbone ça compte, donc faire 500 km pour récupérer un déchet de polystyrène, c'est pas intéressant, vaut mieux qu'un recycleur local y aille à notre place, et donc on a un partenariat avec le réseau national des recycleurs de polystyrène. Ok, je ne connaissais pas. Donc voilà, donc en fonction du lieu du chantier, en fait, c'est le plus près qui y va. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment ça se passe pour l'entreprise qui fait les travaux c'est à elle de faire la démarche? Alors on est posé par le donneur d'ordre final. Comment ça fonctionne? Alors historiquement, c'était un contrat tripartite entre l'artisan, notre client et nous. Nous, on livre pas directement à l'artisan. Avec la mise en place de la REP bâtiment, maintenant on s'appuie sur l'éco-organisme qui on travaille, donc Valobat. Donc nous on est avec Valobat, et donc par le biais de Valobat aujourd'hui, donc alors c'est en train vraiment de se mettre en place. On voit qu'il y a tout un éco-organisme qui se met en place autour, qui se met en place, un écosystème autour de l'éco-organisme, et donc on a des sociétés qui nous aident maintenant, qui font le lien justement entre les artisans ou les centres de collecte et les exutoires. Et donc nous on devient un exutoire, on est identifié comme recycleur. Et donc, par ce biais-là, on est identifié et on est informé d'aller chercher du polystyrène à tel endroit, etc. Ok, très bien. Donc, cette gamme Reuse, donc, elle est sortie quand? Elle est sortie début 2024, donc elle est toute nouvelle et elle connaît un beau succès puisqu'en fait, on est allé plus loin puisqu'en fait, on a remplacé un produit historique de la gamme qu'on ne propose maintenant plus qu'en gamme 100% Reuse. D'accord. Donc, en polystyrène recyclé. Génial. Donc on a pris le pari d'arriver à placer ce produit-là et puis de développer, on l'espère. Alors il faudra quelques prouesses techniques en usine encore, peut-être élargir la gamme à d'autres sous-applications. Et est-ce que sur ton autre gamme de produits, est-ce qu'il y a une partie qui est recyclée aussi sur le reste de la gamme? Absolument. Donc que ce soit des déchets de chantier ou des déchets de production, au global, le polystyrène que l'on recycle en usine, on est autour de 20% à peu près. Voilà. Donc il y a des produits qui acceptent jusqu'à 40%, des produits qu'on n'accepte pas du tout parce qu'il y a des contraintes ou mécaniques ou des caractéristiques très précises. Mais voilà, donc en moyenne, on est autour de 20%, que ce soit du déchet de chantier ou du recyclage de production. Ok. Et cette dynamique-là, c'est une volonté de Hirsch, c'est dicté par le marché, par la réglementation. Comment vous positionnez, comment vous êtes positionné sur ça? Pourquoi vous l'avez fait? Alors à terme, on sait qu'on a quand même la réglementation avec, avec le Green Deal, avec les 30% de recyclés à avoir dans les produits. Donc la réglementation nous y amènera de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est plus un engagement parce que très sincèrement, aujourd'hui, c'est pas par notre service recyclage qu'on gagne de l'argent. Donc c'est un choix plutôt d'engager, de mettre le pied à l'étrier, de faire avancer la machine, de lancer la machine. Parce que c'est vertueux. C'est vertueux, ça fait partie de nos valeurs, de faire mieux, d'aller plus loin. Donc notre matériau, si on ne se bouge pas, comme tous les autres matériaux, il sera amené à être en danger à un moment donné parce qu'il ne correspondra plus justement aux attentes ou aux réglementations. Donc nous, on essaie de devancer tout ça, d'être les leaders en tout cas dans tout ce qui est innovation durable pour le polystyrène. Donc c'est l'exemple avec le service recyclage. Je parlerai d'autres projets après aussi qu'on fait avec des matières issues de biomasse. Mais voilà, donc on essaye vraiment de faire évoluer notre matériau qui a aujourd'hui de très bonnes performances, mais ce n'est pas suffisant. Il faut anticiper. Exactement, on veut anticiper et on est convaincu, en tout cas toute l'équipe Hirsch Isolation, nous on est convaincu que l'avenir pour le polystyrène il est très bon, mais à condition que le polystyrène se transforme.
Ok. Et donc, tu disais, là, tu commences à nous parler qu'au niveau des matières premières, donc, on pourrait aller vers des composants biosourcés pour le fabriquer. Ça serait ça la prochaine grosse étape. Absolument. Donc, c'est déjà le cas, puisqu'on a aujourd'hui, avec nos fournisseurs, puisque là, pour le coup, c'est nos fournisseurs de matières premières qui sont engagés dans cette démarche. Le polystyrène, c'est connu pour être un plastique issu de pétrole. Voilà. Donc ça, c'est la problématique. Donc le pétrole, c'est du carbone. Et aujourd'hui, donc ces fournisseurs, ils sont capables de faire à partir de déchets végétaux et de déchets forestiers européens, je précise. Ça vient pas du fin fond de l'Asie. C'est important. Ouais. Des déchets européens, ils arrivent à faire par pyrolyse un bionafta. Et ce bionafta, en fait, permet de faire du polystyrène. Et donc le polystyrène n'est plus issu de ressources fossiles, mais de déchets végétaux. Donc évidemment, c'est bien mieux côté empreinte carbone. Donc ça se met en place, ça se développe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le feedstock qui leur permet de générer ça, c'est pas des feedstock. Le feedstock, voilà, donc ce ne sont pas des quantités faramineuses, mais ce sont quelques pourcents de notre production aujourd'hui. Et je pense que aujourd'hui, on offre toute notre gamme de produits. Elle existe en polystyrène traditionnel et en polystyrène qu'on appelle empreinte carbone améliorée, ECA. Okay. Donc toute notre gamme est disponible pour nos clients. Et donc c'est le polystyrène, nos usines sont certifiées, ISCC, donc certification carbone durable. Okay. Et donc on a le choix entre un polystyrène traditionnel ou le polystyrène issu de biomasse. Et en termes de tarifs, qu'est-ce que ça donne alors ? Alors aujourd'hui en termes de tarifs, c'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher parce que la matière première est plus chère. Donc, mais c'est comme tout. Enfin, souvenez-vous, souviens-toi, Jean-Pierre, quand on faisait les courses avec les produits bio, vraiment, le bio était plus cher. C'est vrai. On arrive à faire du bio maintenant abordable. Donc c'est la même chose. Je pense que plus la filière va se développer, et plus ce sera économiquement intéressant. Tout à fait. Donc il faut des pionniers. Exactement. Mais ceci dit, merci à nos clients parce qu'on a des clients qui sont convaincus et qui ont fait la bascule sur la gamme ECA, alors que c'est plus cher. Donc, et ils le font selon toi par conviction ou parce qu'aujourd'hui, pour une partie de plus en plus importante des donneurs d'ordre, que ce soit un consommateur ou du tertiaire ou du collectif, il y a cette exigence de vouloir aller vers du bas carbone, quitte à payer plus cher. Alors les deux, il y en a, c'est vraiment par conviction. Ouais. Et d'autres, alors parce qu'on a un petit sujet en cours pour faire reconnaître le bilan carbone de cette gamme-là, donc aujourd'hui on ne peut pas la mettre en avant. Donc ceux qui nous passent commande sont vraiment des gens qui sont convaincus parce qu'ils ne peuvent même pas en mettre en avant le bénéfice. Mais le jour où ce petit souci sera réglé, puisque c'est le cas déjà en Italie, en Allemagne, le jour où ce point-là sera réglé, que la masse balance sera certifiée, enfin sera reconnue pour mettre en avant ses avantages, on aura ce qu'on appelle les FDES, les fameuses FDES qui donnent le poids carbone des produits, très avantageuses, ce qui était le cas quand on a sorti la gamme en 2020. Et à ce moment-là, on aura un vrai avantage dans le cadre de l'évolution de la RE 2020 avec les seuils et les paliers à atteindre. On aura une très bonne réponse à proposer aux donneurs d'ordre. Super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Amaury, sur ce beau sujet donc de vos produits recyclés, actuels et à venir ? C'est qu'on aimerait aller plus vite. Voilà, on aimerait aller plus vite. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? La baguette magique, c'est quoi ? La baguette magique, c'est que tout le monde s'y mette. Quoi. C'est vraiment ça. C'est que tout le monde s'y mette. On voit que la mise en place de la REP avec les éco-organismes, ça donne vraiment un coup de booster. Donc ça va faciliter les choses. Mais voilà, donc il faut qu'on y aille. Il faut que tous les maillons de la chaîne, en fait. Tous les maillons, en amont, la matière première. Qu'est-ce que tu penses de l'aval aujourd'hui ? Est-ce que les chutes des chantiers, comme tu m'expliquais, ça suffit ? Ou est-ce qu'il y a beaucoup, au niveau de la récupération des anciens matériaux installés, où est-ce que la déconstruction, alors ça sera plus problématique, c'est plus problématique aujourd'hui. Puisque la déconstruction, on va retirer des matériaux souillés et qui ont, dans certains cas, 50 ans, donc qui étaient faits à l'époque avec des ignifugeants, par exemple, qui sont plus autorisés aujourd'hui. Donc ça sera pas donc on est obligé de les traiter. On ne peut pas les exploiter chez nous. En revanche, chez exploitable, alors pas de traitement chimique, etc. Et c'est ceux-là que tu renvoies donc chez tes fournisseurs. Et ceux-là, ils partiront chez les fournisseurs. Nous, on n'y touche pas. Nous, évidemment, on récupère que des choses qui sont évidemment conformes à la réglementation. Tout à fait. Ok, super. Au niveau de votre stratégie RSE, vous êtes une entreprise de 200 salariés, entreprise de taille intermédiaire. Tu me disais que vous en faites et c'est porté par le comité de direction et quelques personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quand vous avez démarré et comment vous y prenez ? Alors, comment on a démarré ? Alors, nous, on a été aidés, c'est comme on a créé la société en 2020, il a fallu se donner une identité. On a appelé une identité de marque. Tout à fait. On a travaillé, l'équipe a travaillé tous ensemble pour dire qu'est-ce qu'on veut avoir comme valeur, qu'est-ce qu'on veut, à quoi s'accrocher.
quel est notre cap. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé notre signature donc, durable et responsable. Et derrière, on a mis des mots sur... voilà, et puis on s'est dit quels sont les axes de travail sur lesquels il faut qu'on avance parce qu'on veut se démarquer. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on est Hirsch Isolation et qu'on n'est pas un autre? Donc on a mis ça sur le papier. Et donc c'était les premières étapes en fait. Et donc à ce moment-là, on s'est intéressé à essayer de mesurer ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, on faisait de la RSE depuis des années sans le savoir. C'est ça. Et donc on a commencé à regarder pas mal d'indicateurs. Et puis, on a fait l'an dernier un grand pas, c'est qu'on a fait notre premier bilan carbone. Ok. On a fait notre premier bilan carbone qui a mis des chiffres. Voilà. Donc, Hirsch Isolation, c'est 73 000 tonnes de carbone. Voilà. Je ne savais pas, moi. On fait 73 000 tonnes de CO2. Ok. Quand on prend tous nos produits, deux fournisseurs à la fin de vie du produit, 73 000 tonnes. Et avec, comme pour beaucoup d'industriels, une grosse part qui est liée aux matières premières. Donc il faut qu'on travaille avec nos fournisseurs, mais je ne suis pas très inquiet, comme ce sont des groupes qui sont très engagés aussi dans la transition environnementale, donc il n'y aura pas le choix. Ils vont faire des progrès. Et donc nous, on se concentre vraiment sur faire mieux avec ce qu'on maîtrise, à savoir nos usines et nos produits. Ok, très bien. Donc on a fait ce bilan carbone. On a fait une équipe projet aussi. Donc cette année, on a obtenu un label EcoVadis. Donc on est médaille de bronze. Donc c'est une. Félicitations. Merci. C'est une belle satisfaction parce qu'on est on n'est pas super structuré hein, comme toutes les ETI 200 personnes. Personne chez nous n'est dédié à la RSE par exemple. On n'a pas de gens qui travaillent à temps plein sur la RSE. Donc ça peut être une bonne chose. Ça c'est au moins ça. On fait un comité RSE, on fait un groupe RSE et il faut. C'est comme ça que ça se diffuse on est tous responsables. On a sur le terrain des chefs de marché qui sont super engagés. On a le marketing, donc on y pense au développement des produits. Le centre technique innovation, pareil. On essaye vraiment d'avoir une démarche responsable dans tout ce qu'on fait. On a fait des grosses actions en usine parce que c'est ce qui est le plus visible. Donc on a fait des choix aussi. Typiquement, on travaille, notre électricité, elle est 100% verte et française. Donc on a un parc éolien qui a 17 km de notre usine. 100%, il travaille pour nous. Wow. Il a 17 km de notre usine. Donc c'est du concret. Donc on essaie vraiment de rendre la RSE. On veut absolument pas travailler par des phénomènes de compensation où on veut planter un arbre. Voilà. Parce qu'on veut vraiment réduire notre empreinte directe. Tout à fait. Donc c'est la priorité. C'est la priorité. C'est le plus difficile aussi. Oui. Mais donc on le fait par étapes. Voilà, on a changé. On avait des vieilles chaudières au fioul dans les usines. On n'en a plus une seule aujourd'hui. Est-ce que tu as mesuré sur les 73 000 tonnes que tu fais aujourd'hui? Vous avez fait plein de choses depuis 3-4 ans. Est-ce que tu as réussi à évaluer à combien vous étiez, à combien vous êtes aujourd'hui et fixer un cap de réduction sur les prochaines années? On s'est fixé un cap de moins 30% pour 2030. Ok. Et dans la feuille de route, on s'est donné le fait qu'on fera un bilan carbone tous les 3 ans. Voilà. Okay. On n'a pas les moyens de le faire tous les ans. Okay. Et donc on s'est dit on le fera tous les 3 ans pour voir si effectivement ce qu'on réalise au quotidien, ça porte ses fruits. Donc réponse, j'ai le plaisir au prochain Batimat, tu m'invites. 50 000, on verra si tu seras vers les 50 000 alors. Exactement, dans 2 ans tu m'invites et je te donnerai le nouveau bilan carbone de Hirsch Isolation. Ok, écoute, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc très bien, donc une genèse au moment où vous avez défini votre mission, vos valeurs. Ensuite donc un bilan carbone, une équipe projet. Un plan d'action annuel. On a un plan d'action, absolument. Donc on a un plan d'action annuel. On a ça dans le comité innovation, par exemple, quand on travaille sur les lancements de produits, ça fait partie des segments qu'on regarde de près. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore notre empreinte? Alors, c'est très tournant environnement, évidemment. En usine, même chose, on a des enveloppes qui sont prévues typiquement pour travailler la consommation énergétique, la consommation d'eau, qui devient un vrai challenge. Hein, tout à fait. Puisque nous, la ressource dans une usine de polystyrène, c'est l'eau qu'on transforme en vapeur. Donc notre énergie, nous, c'est l'eau. Donc dans le monde actuel, avec les années récentes qu'on a vécues, il y a eu des restrictions d'eau, des choses comme ça. Tout à fait. Donc nous, on travaille sur... typiquement, là, on a lancé un investissement pour réduire notre plus grosse usine, va réduire sa consommation d'eau de 20%. Voilà. Wow. Avec un investissement qui n'est pas dingue, mais qui est... c'est un choix. Là aussi, c'est des choix. On travaille sur des choses qui nous permettent d'économiser et de réduire notre empreinte dans tous les sens. Voilà. Ok. Donc on est assez fiers de ça. Et puis on mesure, et puis ça sera mesurable. Ça qui est bien, c'est que la chance des usines, c'est que tout est mesurable. Donc, et tout ce qui se mesure s'améliore. Voilà, exactement. Un vieux principe. Quand on travaille dans l'industrie, on commence par mesurer. Et donc du coup, on espère que dans 2 ans, quand on va faire les comptes, on devrait avoir un bilan bien amélioré déjà. Ok. En tout cas, on s'y accroche. Il faut. Quelles difficultés ou challenges vous avez eu à
à relever justement dans votre démarche RSE au sein de la société? Alors, le plus important, c'est qu'on voit bien aujourd'hui à travers les posts ou les communications, tout le monde fait de la RSE. Déjà, tous les groupes font de la RSE, tout le monde publie un rapport RSE. Et nous, on voulait vraiment que ce soit... on voulait, avant de publier ou de communiquer, on veut que ce soit fait. Enfin, on veut vraiment, voilà, on veut vraiment que ce qu'on dise, ce soit incarné, que ce soit réalisé. Aller faire tourner 2-3 indicateurs RSE dans le bon sens, c'est facile. Bien sûr. Et on voulait pas faire, on voulait vraiment que ce soit quelque chose qui soit bâti à partir d'engagements sincères et réels. Et donc c'est plutôt ça qui est compliqué, c'est qu'au début on se dit on fait des choses, est-ce que ça va apporter vraiment Et puis il y a même beaucoup d'entreprises qui peuvent avoir peur même de communiquer dessus, oui, parce qu'on dit, de peur de on va se faire allumer, traiter de greenwashing, on va se faire allumer. Oui. Donc ça, évidemment, il y a un vrai risque, mais après il faut bien prendre si on prend tout le périmètre de la RSE, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, beaucoup de carbone, mais il y a aussi des choses très simples, comme par exemple l'ancrage dans le territoire, voilà, la partie sociale. On va en parler avec Dominique Lamballe dans l'épisode juste après. Très bien. Oui, en plus, comme ça, il est en Bretagne aussi. On a décidé, on a 5 usines en France. Il faut savoir que nous, on livre à 200 km de chez nous en moyenne. Donc quand un client isole sa maison avec du Hirsch, ça vient d'à côté. Et donc derrière, c'est de l'emploi industriel local. Donc voilà, quand on est à Montpellier, ça vient de Béziers. Quand on est à Lyon, ça vient de Vienne. Enfin, on est très fiers de ça, et c'est pas assez su, je pense. Oui. Et parce que je pense que notamment, on évoquait ça tout à l'heure un petit peu en off, mais quand il y a des grands programmes de rénovation, je pense aux communautés de communes, aux agglomérations urbaines, savoir que le matériau qu'on va choisir pour faire sa rénovation, il vient d'à côté, il va être recyclé à côté. C'est des choses, avant de parler de prix, etc., à ISO-performance, je pense que ce sont des critères de choix qui devraient être plus mis en avant. Et pour ça que quand je parlais de tous les maillons, typiquement, c'est un bon exemple. Je pense que tout le monde est pour l'emploi local. Tout le monde est pour on a beaucoup parlé du monde d'après pendant le Covid avec acheter local. On peut le faire dans le bâtiment. On le fait peut-être pas assez. Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller encore plus mailler le territoire, ou aujourd'hui, avec vos 5 sites de production, vous avez un bon maillage Alors, j'adorerais, mais pour ça, il faudrait acheter beaucoup plus de polystyrène encore. Voilà. Donc sincèrement, si notre gamme, si le développement des produits et si les critères, effectivement, environnementaux et recyclables deviendront prépondérants, il y a un très bel avenir pour notre matériau. Et auquel cas, je serais ravi d'avoir de nouvelles usines un peu partout. Ok. C'est un vrai plaisir. Super. Écoute, on va terminer sur ça. Merci beaucoup, Amaury, d'être venu partager ton parcours sur le recyclage de tes produits. Merci Jean-Bernard pour l'invitation. C'est un plaisir. Et je te souhaite un bon Batimat. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cet épisode ou si vous avez des questions pour Hirsch Isolation. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure, donc dans les allées de Batimat. Merci, Amaury. Merci Jean-Bernard. Merci. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.